Commencer, je vous invite, pour ceux qui ont besoin de la traduction, de prendre les écouteurs parce que il y a une partie des débats qui va se dérouler en anglais et une autre partie en français. So, I welcome to everyone, and I would like to invite you, if you need some translation, to get headphone. Ok. Dans un premier temps, je souhaite la bienvenue à tout le monde et permettez-moi de me présenter. Je suis donc Arjen Jatav de l'Association africaine pour l'électrification rurale. Nous sommes un réseau de compétences africaines dans le domaine de l'accès à l'énergie qui regroupe en fait donc les structures nationales, les agences et les structures nationales en charge de l'électrification rurale. Nos membres peuvent être des agences d'électrification rurale, bien entendu, des départements ministériels, les régulateurs, ou bien aussi donc depuis peu on a aussi les agences des énergies renouvelables et bien entendu aussi donc les utilities. Nous avons comme objectif en fait donc de fournir les moyens de donner en fait, d'améliorer les capacités des décideurs de telle en sorte à ce que ils arrivent à asseoir un bon dialogue public-privé et arbitré en fait par les donateurs, de telle en sorte à ce qu'on arrive en fait à proposer des projets viables en vue en fait donc d'atteindre les objectifs de développement durable numéro 7. Dans cette optique, concrètement, on propose en fait donc des formations à nos membres. Depuis peu, en fait, on a ouvert en fait donc ces formations-là au secteur privé et bien entendu aussi donc à la société civile et d'une manière générale en fait donc à tous les acteurs de l'accès à l'énergie. La formation dans l'immédiat, on prépare en fait des formations en ligne et je profite de l'occasion pour remercier en fait donc tous nos partenaires techniques et financiers dans le développement et dans le déroulement de ces formations. Je cite entre autres en fait donc le Transforming Energy Access, un programme en fait financé par la coopération technique britannique et dont en fait donc le programme démarre le mois prochain en avril. Et je salue la présence de Roy Bover, notre partenaire en fait de Source of North de Cape Town dans ce projet. Il est parmi nous aujourd'hui. Donc, mis à part en fait donc cette formation en ligne, on a aussi en fait comme activité la gestion des connaissances, c'est-à-dire en fait donc la production des documents pour permettre en fait à chacun d'entre nous d'approfondir davantage, d'avoir des supports en fait sur les bonnes pratiques et sur les positions que devront avoir en fait chacun des acteurs. Et pour une troisième activité que nous faisons, c'est justement donc de favoriser le dialogue public-privé. Et cette fois-ci, donc pour ce forum de 3 jours, on a fait venir en fait un certain nombre de nos membres pour justement établir le lien avec le secteur privé, afin toujours en fait, dans le but toujours en fait de améliorer le milieu des affaires, si on peut dire comme ça. Alors, concrètement, aujourd'hui, pour ce troisième jour, pour cette partie de la matinée, en fait, donc, on a un panel qui sera modéré par M. Alexis Kouassi, un panel sur le dialogue public-privé, bien entendu, sur les opportunités d'affaires et d'investissement dans les énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest.
Mais avant de présenter en fait donc le modérateur, je profite aussi de l'occasion pour souhaiter à tous nos frères et toutes nos sœurs musulmans un bon mois de Ramadan, un bon mois sacré, et j'espère que les efforts fournis permettront en fait de tisser toujours le lien pour la fraternité universelle. Monsieur Alexis Kouassi, il est donc notre modérateur pour ce premier panel. Il est ingénieur en génie mécanique et automatisme industriel, avec 23 ans d'expérience en fait, donc, dans divers postes de responsabilité dans le secteur de l'électricité. Il est actuellement en fait, donc, le directeur des opérations à l'ECRE, à Cap-Vert. Bien entendu, il est, par rapport à son nom, donc, on imagine bien que c'est lui notre hôte en quelque sorte. Donc il était en fait directeur de l'audit d'exploitation de la compagnie ivoirienne d'électricité avant donc de rejoindre l'ECRE. Je m'arrête là pour le présenter et c'est lui, je pense, qui va davantage nous parler de ce qu'il sait faire. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée de discussion et je reprends la parole tout à l'heure pour la suite. Je vous remercie. Merci. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus à cette session. Alors, intégration, paix, prospérité, respect, droit et liberté, durabilité. Telle est la vision de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, donc en abrégé CEDEAO. Et l'un des piliers de cette vision, c'est d'intensifier les infrastructures, de développer l'interconnectivité. L'un des résultats qui est attendu par rapport donc à ce pilier, c'est la disponibilité et l'accès accru à des services énergétiques abordables. Naturellement, le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO, en abrégé CEREC, certains le connaissent sous l'acronyme anglophone, ECRE, est partie prenante de ce résultat attendu. Alors, ECRE ou le CEREC en français a élaboré depuis 2013 un ensemble de politiques. Politiques dans le domaine des énergies durables, politique aussi dans le domaine de l'intégration du genre dans le secteur de l'électricité. D'ailleurs, malheureusement, ce matin, vous allez voir que parmi les panélistes, on n'est pas très genre parmi les panélistes ce matin, puisque sur 7 panélistes, il n'y a qu'une seule femme. Bon, j'espère qu'on fera mieux la session prochaine. Politique également en matière de bioénergie. Et actuellement en cours, puisqu'il y a la réunion des ministres pas plus tard que demain, pour valider la politique de l'hydrogène vert pour l'Afrique de l'Ouest, donc pour la CEDEAO. Naturellement, à travers ces politiques, il y a des objectifs qui sont fixés. Pour la première politique, en matière d'énergie renouvelable, la communauté s'est fixée de mettre en place 60 000 mini-réseaux à l'horizon 2020. Malheureusement, le bilan à fin décembre 2020, il est très maigre, avec à peine 1% de mise en œuvre, c'est-à-dire à peine 600 mini-réseaux créés pour un objectif de 60 000. Mais on ne s'arrête pas là, puisqu'en 2030, on envisage d'aller à 100 000 mini-réseaux pour la région. On est très ambitieux, certes,
Et CREI a lancé depuis l'année passée à son forum sur les énergies durables à Abuja en novembre dernier. D'ailleurs, pour cette année 2023, ça sera à Praia, à son siège, donc au Cap-Vert, entre les 26 et 27 octobre de cette année. Et CREI a lancé la facilité pour les énergies durables, donc surtout pour les énergies renouvelables de la CEDEAO. Facilité 2030, qui doit permettre de soutenir donc cet objectif de 100 000 mini-réseaux à créer. Malheureusement, ou alors on l'espère, en tout cas avoir beaucoup de partenaires financiers pour nous accompagner, même si pour le moment, ils ne se bousculent pas. Les besoins sont là, ils sont réels. Nos communautés ont besoin d'électricité. Pourtant, est-ce qu'on peut parler de marché? Est-ce qu'il y a vraiment un marché? Donc, est-ce qu'il y a des opportunités d'affaires pour le secteur privé? Comment transformer ces besoins qui sont réels en demande, au sens d'être en capacité de payer pour les services demandés et créer naturellement en face des offres pour satisfaire ces demandes? Comment le faire? Je pense que le modérateur, non pas le premier intervenant m'a présenté tout à l'heure, donc je suis Kwasi Alexis, directeur des opérations de CREI. Et ce matin, nous allons avoir autour de la table, enfin des deux tables, 7 intervenants. Le secteur privé et le secteur public. 3 directeurs ou 3 représentants des agences nationales d'électrification rurale, notamment le Niger, le Bénin et le Sénégal. Et on aura 4 intervenants du secteur privé. Je vais donc commencer ce matin avec l'intervention de notre premier panéliste, M. Salou Hamidine, directeur général de l'ANPER du Niger. Il va nous faire sa présentation pour nous montrer les opportunités qui pourraient exister en termes de business dans le domaine donc des énergies renouvelables au Niger. J'espère que M. Saloun est arrivé. Ah, il est là, voilà, parce que je le cherchais tout à l'heure. Monsieur Saloun, vous avez donc la parole. Oui, vous venez, vous venez. Je crois que vous avez une présentation PowerPoint. Ah, j'ai vu que vous aviez une présentation PowerPoint. Vous avez transmis. Venez, venez. Inès? Oui, mais bon, je crois qu'il y a une première présentation pour montrer votre opportunité d'affaires. Ok, donc prenez place. Merci. Ensuite, nous aurons comme intervenant M. Pamphile Bessi, Roland, qui est directeur au sein de l'ABERM au Bénin. Pamphile, tu peux nous rejoindre donc. Merci de nous rejoindre, Pamphile. Notre troisième intervenant, c'est M. Baba Diallo. Il est le directeur général de l'ASER, c'est l'agence sénégalaise donc, de l'électrification rurale. M. Baba, merci de nous rejoindre. Donc ça, là, nous avons les 3 intervenants du secteur public. Je vais continuer en présentant effectivement les 4 intervenants du secteur privé qui prendront place tout à l'heure. Je commencerai par Laurence. Laurence Keke est directrice chez Engie Energy Access.
Laurence, merci de nous rejoindre. Ensuite, Alexis. Alexis est directeur Africa de GDS International. Merci de nous rejoindre. Ça fera deux Alexis sur Ensuite, Thomas Samuel est le fondateur de Suna Design. Merci Thomas d'être avec nous ce matin. C'est pas toujours facile de commencer, hein, de faire la première session, surtout quand c'est la 3e journée. Et enfin, Giovanni. Giovanni est donc avec Irena en coalition, donc Coalition for Action. Et lui, il parle que anglais, donc il va s'exprimer en anglais. Merci Giovanni d'être avec nous. Welcome. Alors, messieurs, notre panel va commencer. Normalement, on a 1h15 pour achever ce panel du matin. Je crois qu'on a déjà fait une dizaine de minutes. On va essayer donc d'être dans le temps. C'est un panel qui est assez dense. Vous voyez qu'on a 7 intervenants. Donc, on va essayer d'être assez smart. Alors, je crois que certains d'entre vous avaient des présentations PowerPoint, donc si ils sont intéressés par les présenter. Sinon, on va aller directement aux questions. Messieurs les directeurs généraux donc, du secteur public des agences donc, d'électrification rurale, aujourd'hui, quelles sont les opportunités qu'il y a donc, dans le domaine des mini-réseaux dans vos différents pays, vous qui êtes les premiers responsables de l'électrification rurale dans vos différents États. Je commencerai par Amidine du Niger. Disons en 5 minutes, si on peut avoir une panoplie pour les hommes d'affaires qui sont éventuellement ici, merci, de ce qu'il y a au Niger. Ok, merci Alexis. Bonjour tout le monde, je suis Salou Hamidine, le directeur général de l'Agence nigérienne de promotion de l'électrification en milieu rural. Donc, avant de répondre à la question, je vais succinctement présenter donc l'agence, ses missions et ce qu'elle a comme perspective pour les opportunités d'investissement. L'Ampère a pour mission la conception, la mise en œuvre et le suivi du développement des programmes de l'électrification rurale sur toute l'étendue du territoire national. Elle doit assurer la neutralité des technologies. Pour cela, l'Ampère est chargé donc de programmation annuelle et pluriannuelle pour le développement de l'électrification rurale. Elle doit assurer la mobilisation des ressources nécessaires pour le développement de l'électrification rurale. Aussi, donc, elle commandite des études de faisabilité, des dossiers d'appel d'offres et assure la maîtrise d'ouvrage de projets de l'éducation rurale. C'est la cheville ouvrière du ministère en charge de l'énergie. Ce que je dois dire, le Niger est doté d'une stratégie d'accès à l'électricité depuis 2018, donc par la suite de l'approbation d'un document de politique d'accès à l'électricité. Il en découle donc un plan directeur d'accès à l'énergie, à l'électricité sur l'horizon 2035. Comme à l'image de toutes les autres agences qui ont des stratégies, ces stratégies donc visent à faire des réalisations de projets à moindre coût. Et pour atteindre donc ces objectifs qualitatifs et quantitatifs, donc il fallait avoir des approches qui y matchent. Et c'est pour cela, effectivement, notre stratégie est basée sur le fait qu'il y ait une forte extension du réseau et de densification
le développement des mini-réseaux qui vient en deuxième lieu, et puis le déploiement des solutions de kits solaires individuels. Pour ce qui est du développement des mini-réseaux, nous avons donc, pour le moment, l'agence se concentre sur les solutions décentralisées. Pour tout ce qui est de l'extension des réseaux, il y a un cadre, donc un protocole d'entente entre le gouvernement et la société d'électricité pour pouvoir faire l'extension sur les réseaux, en assurant donc la rétrocession des ressources nécessaires pour le faire. Mais ce qui est important donc, pour notre stratégie des mini-réseaux. Donc il n'y a que là où les réseaux ne peuvent y atteindre, en 2035, où les mini-réseaux peuvent se développer. Parce que tout simplement, on doit faire la promotion du secteur privé, faire intervenir les privés pour pouvoir développer des mini-réseaux. Et c'est à ce titre, effectivement, que dans sa posture, le gouvernement a pu faire des mobilisations nécessaires pour encourager le développement des mini-réseaux au Niger. Et cela, ça va donc avec l'accompagnement des partenaires, à l'occurrence la Banque mondiale qui a initié un projet en 2018, le NESAP, qui est le Niger Electricity Solar Access Project, qui a plutôt quelques 4 à 5 composantes, 4 plus une composante. Et la deuxième composante, effectivement, c'est le développement des mini-réseaux par les biais des opérateurs des mini-réseaux en partenariat public-privé. Et c'est en ce sens qu'un cadre réglementaire a été développé pour les projets d'électrification rurale autonome hors réseau qui a été approuvé en Conseil des ministres en 2018. Et cela fait l'ouverture à toutes les options d'intervention des opérateurs privés. En l'occurrence, le financement public, pour le financement public, donc j'ai assuré la délégation à travers des contrats d'affermage. Deuxièmement, c'est le financement privé, public-privé, donc les PPP, moyennant des subventions, donc c'est les CAPEX, permettent donc à l'opérateur d'intervenir et de financer sa quote-part pour effectivement assurer son engagement. Et le troisième aspect, c'est un financement totalement privé, donc par les concessions de l'électrification rurale. Donc voilà en quelque sorte la vision du gouvernement du Niger à travers l'agence, comment pouvoir poursuivre et développer l'électrification rurale. Et les projets NESAP, donc comme je l'ai dit dans sa composante 2, le développement du marché des mini-réseaux consistait à apporter des subventions à hauteur de 80%. Et l'opérateur privé contribue à un minimum de 20%. Et là, la sélection est basée sur la proposition du niveau de subventions demandées et les tarifs pour pouvoir rendre ça abordable à la solution. C'est sur cette base, effectivement, que nous avons lancé un premier appel, une présélection initiale, et qui nous a beaucoup surpris avec la participation de plus de 48 entreprises internationales. Et on a passé à la deuxième phase, effectivement, et on a pu retenir 9. Après, donc les 9 entreprises qui ont été retenues, nous avons envoyé les dossiers et des propositions, et les 2 ont été retenus pour pouvoir lancer le pilotage donc, de 11 mini-projets qui étaient réalisés. Donc c'est pour dire qu'effectivement, il y a cet engouement, et il y a aussi ces cadres propices que le gouvernement a mis en place, surtout avec les incitations, que tous ceux qui rentrent dans le premier entrant, ils rentrent dans le cadre de l'éducation rurale au Niger, sont exonérés de tout droit de douane et de taxes à l'importation. Et aussi pour faire la promotion des énergies renouvelables, donc tout ce qui est énergie renouvelable, une liste effectivement des équipements en énergie renouvelable qui sont exonérés des taxes et droits à l'importation. Et ça, c'est un arrêté conjoint qui est signé par le ministre en charge de l'énergie et le ministre en charge des finances. Et pour renforcer tout cela, donc avec l'expérimentation du projet HASC et NESAP, nous sommes maintenant dans la posture d'une approche programme
qui est supporté par la Banque mondiale, donc qui couvre la période de la mise en œuvre de la stratégie, qui doit normalement donc assurer un accès universel à l'horizon 2035. Et pour cela, nous avons l'accompagnement de la Banque mondiale. En premier lieu, la première phase, donc, qui doit couvrir 2022-2026, consiste à un financement de 317,5 millions de dollars pour couvrir tous les secteurs, avec des composantes, une forte composante pour le déploiement des mini-réseaux et d'autres solutions décentralisées. Et aussi l'hybridation des centres thermiques isolés de la Nigélec, et ainsi de suite, ainsi que le développement des infrastructures de distribution de la Nigélec. Et la deuxième phase, donc après 2026-2030, sera 250 millions. Et la troisième phase pour un ensemble d'à peu près 800 millions, donc de la même posture, effectivement, de développement des mini-réseaux. Donc voilà des opportunités qui se trouvent au Niger. Et avec l'accompagnement d'autres partenaires, donc en l'occurrence la BAD, là avec son projet Desert to Power. Nous avons un autre projet avec la BOAD, Banque Ouest Africaine de développement, pour le développement des 47 mini-réseaux hybrides. Et il y a d'autres fonds internationaux comme le fonds Abu Dhabi pour le développement, les fonds saoudiens qui tous apportent leur soutien pour la mise en œuvre de la politique du Niger, ainsi que d'autres en coopération bilatérale et sur des lignes de crédit, en l'occurrence Exim Bank End. Et aujourd'hui, a un financement de plus de 50 millions pour à peu près 5 mini-réseaux à réaliser au Niger. Et tout ça, donc le modèle que nous avons opté pour toutes les options possibles, les modèles de mise en concession, les modèles de contrat d'affermage. Et ça sont des modèles qui sont disponibles au Niger. Donc toutes les options sont disponibles quand il s'agit des investissements et qui doivent se réaliser dans le secteur de développement de l'électrification rurale. Donc sans pour autant monopoliser la parole, je pense qu'il y a des opportunités qui sont là et il y a la politique qui est mise en place, en l'occurrence le code des investissements est aussi incitatif. La loi partenariat public-privé, elle est là et tout ça donne des avantages effectivement à des entreprises qui aspirent à développer effectivement leur investissement au niveau du Niger. Donc merci. Merci Hamidine. Je pense que c'est essentiellement donc un cadre réglementaire qui s'améliore donc au niveau du Niger et avec un ensemble de fonds qui sont en train d'être mis en place pour aider les entreprises à investir effectivement dans le secteur au niveau donc du Niger. Au Bénin, aujourd'hui, quelle est la réalité en termes d'opportunités? Merci beaucoup Alexis. Je salue l'Assemblée. Comme l'a présenté Alexis, moi c'est Roland Pamphile-Paternon, je suis le directeur de l'électrification hors réseau et de l'éclairage public de l'ABEM. L'ABEM, c'est l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie. C'est cette agence qui s'occupe de la mise en œuvre de la politique de l'État béninois en matière d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie. Alors, pour parler des opportunités d'affaires d'investissement dans les énergies renouvelables au Bénin, il faut déjà commencer par parler du contexte actuel du Bénin. Aujourd'hui, le Bénin a un taux d'accès national qui avoisine les 37%, contre 10% environ en milieu rural et 67% en milieu urbain. Cela veut dire que la demande existe pour permettre aux populations d'accéder à l'énergie. La vision qui a été définie dans la stratégie nationale d'électrification qui a été élaborée, c'est d'atteindre 70% d'accès à l'électricité à l'horizon 2026 et 100% à l'horizon 2030. Donc cela nécessite beaucoup de financement. Et pour y arriver, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis en place un cadre réglementaire pour l'électrification hors réseau avec l'appui de MCA Bénin 2,
financé par le MCC, c'est-à-dire le deuxième compact de MCA Bénin 2 pour le Bénin. Ce compact nous a permis de mettre en place ce cadre réglementaire qui a suivi avec l'élaboration de la stratégie nationale d'électrification, de la politique. Et après ça, nous avons pris un décret pour mettre en place le cadre réglementaire, un décret pour l'électrification hors réseau. Et ce décret a permis d'avoir un processus vraiment allégé pour obtenir des titres d'exploitation pour les puissances inférieures à 500 kVA. Cela voudrait dire que tout partenaire privé qui voudrait investir dans le secteur a la possibilité de faire une proposition tant que la puissance à installer est inférieure à 500 kVA. Et le processus est vraiment allégé. Nous avons également, dans le cadre du cadre réglementaire qui régit le secteur aujourd'hui, le processus de révision tarifaire avec l'autorité de régulation de l'électricité qui intervient chaque 2 ans après la signature des conventions et la mise en œuvre du projet. Nous avons également les possibilités d'investissement au niveau des kits décentralisés, des kits solaires qui est très très allégé au Bénin. Et nous avons l'adoption d'un certain nombre de lois, dont la loi portant cadre juridique du partenariat public-privé, cette loi qui a permis aujourd'hui d'implémenter pas mal de projets avec les partenaires privés. Alors, quels sont les exemples de partenariats que nous avons aujourd'hui au Bénin entre le secteur public et le secteur privé? Et il faut noter que le Bénin, avant 2018, ne disposait pas du cadre réglementaire et de tout ce que j'ai pu énoncer comme lois qui ont été prises pour pouvoir permettre l'implémentation des projets. Nous avons eu deux projets, le projet Progress et le projet Proder, qui ont permis d'électrifier par les mini-réseaux un certain nombre de localités et pour défaut de cadre réglementaire n'ont pas pu être réellement mis en exploitation. Aujourd'hui, avec l'adoption du cadre réglementaire, nous sommes en cours de finalisation de la mise en concession de ces mini-réseaux. Aujourd'hui, il y a 66 mini-réseaux qui seront mis en concession où les promoteurs ont été déjà identifiés et sélectionnés. Il ne reste que la signature de la convention. Nous avons également le projet OCEF de MCA Bénin 2 où, à travers la fenêtre 2 précisément relatif au mini-réseau, on a pu signer 6 conventions de concession. Et à terme, on aura environ 58 mini-réseaux qui seront implantés d'ici mi-2024. Il faut noter qu'à ce niveau, nous avons déjà 11 mini-réseaux qui sont achevés et 7 qui sont actuellement en cours d'exploitation où la population bénéficie déjà de l'électricité. Côté kit solaire, nous avons également le projet OCEF qui a permis d'implémenter un certain nombre de kits solaires, environ 20 000, avec comme population impactée 100 000. Nous avons le programme INDEV de la GIZEV qui, depuis son déroulement, nous a permis également de permettre aux populations d'accéder à l'énergie via les kits solaires, environ 90 000. Concernant le partenariat public-privé, toujours au niveau des IPP, nous avons 5 centrales solaires qui sont en cours de construction. Une qui est finalisée de 25 MW à travers le projet Défisol, qui est extensible à 50 MW, et 4 autres à l'intérieur du pays. Alors, aujourd'hui, quelles sont les opportunités futures? Nous avons pris en charge de réaliser un certain nombre d'études. Aujourd'hui, nous avons initié un projet que nous appelons le projet d'appui à l'électrification des localités rurales, où nous avons 53 localités frontalières, parce que nous avons pris comme objectif de sécuriser au moins les frontières du Bénin.
et permettre à ces populations d'avoir l'énergie. Donc nous avons ce projet d'électrification des localités frontalières à travers 53 par le raccordement au réseau et par également les mini-réseaux. Il y aura environ 23 localités qui sont raccordées par mini-réseau. Donc les études sont achevées, nous sommes à la recherche de financement pour ce projet. Nous avons également un nouveau projet qui est en train de venir avec les mini-réseaux à travers CEI Africa. Nous avons de nouvelles fenêtres de subvention pour les kits solaires à travers INDEV. Nous avons également les RBF à travers les équipements d'usage productif que l'ABEM développe aujourd'hui et pour lequel nous aurons d'autres financements les années à venir. Et il y a le grand projet concernant les 750 infrastructures solaires, sociales plutôt, que nous allons, qui est en cours de réalisation aujourd'hui sur le financement de la BIDC. Et au nombre des localités, nous avons environ 200 localités aujourd'hui qui sont encore éligibles et pour lesquelles les promoteurs peuvent se positionner. Et nous avons l'objectif également de solliciter des financements pour réaliser des études de faisabilité parce que lorsque nous avons fait dérouler les différents projets, à savoir le projet MCA Bénin 2 et également le projet GBE financé par la GIZ pour mettre en œuvre le cadre réglementaire qui a été élaboré, nous avons compris que pour faciliter la tâche aux promoteurs et pour aller vite dans la réalisation, dans l'implémentation des projets, il faudra réaliser des études à l'avance. Et aujourd'hui, en termes de recommandations, nous demandons aux partenaires de nous accompagner pour réaliser ces études que nous pourrons mettre à disposition des promoteurs privés qui pourront faire leur business plan sur la base de ces études. Ça nous permettra d'aller plus vite. Nous avons aussi noté une difficulté au niveau du secteur privé, surtout le secteur privé national. C'est la difficulté relative à la mobilisation de financement, au bouclage financier que beaucoup de partenaires privés ont connu dans la mise en œuvre des différents projets que nous avons mis en œuvre. Et pour finir, nous voudrons suggérer, et ça nous l'avons connu par le passé, mais c'est en train d'être corrigé actuellement, c'est que les différents pays, surtout les agences, puissent être vite mis en contact dans l'implémentation des projets par les bailleurs. Lorsqu'il y a un projet qui est en cours de conception, qu'on puisse être le plus tôt associé pour pouvoir prendre les dispositions nécessaires. Très bien, ok, merci beaucoup. Merci. Merci de cette présentation détaillée. Donc, on retient essentiellement l'amélioration du cadre réglementaire, des objectifs précis de connexion, de kits scolaires, des partenariats PPP en cours, etc., etc. Donc, alors, au niveau donc, de l'ASER, du Sénégal, qui fait partie des champions en la matière, finalement, M. Diallo, est-ce qu'on peut parler, en plus des présentations des opportunités que vous ferez, est-ce qu'on peut parler vraiment de marché dans un milieu où, parce que quand on parle de marché en général, il y a demande et offre, vous avez réussi à apporter parfois l'offre, mais en face, souvent, il n'y a pas assez de demande ou il n'y a pratiquement pas de demande. Il y a des besoins, mais les demandes sont difficiles à être mises en face parce que nos populations n'ont pas forcément les moyens. Alors, quelle a été finalement la solution pour créer le marché? Merci, M. Kwasi. Je voudrais d'abord saluer les participants à ce panel, mais également l'assistance, et vous remercier pour nous avoir associés à ce forum. Je pense que par rapport aux opportunités sur la mise en œuvre des mini-grids, le schéma a été bien tracé. Pratiquement, il n'y a pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que mon homologue Amidine a dit. Le cadre réglementaire, il est en place avec un code de l'électricité au Sénégal, mais également un certain nombre de décrets d'application qui ont été pris récemment, dont un décret consacré exclusivement au développement de l'électrification rurale décentralisée. Il y a aussi un autre décret relatif aux procédures de passation pour les titres d'exercice des activités réglementées. Car comme vous le savez au Sénégal,
il y a une commission de régulation et les activités de production, de transport, de distribution et de vente d'électricité sont des activités réglementées et qui nécessitent des titres d'exercice. Aujourd'hui, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, nous sommes en train de déployer un vaste programme de développement d'installation des mini-centrales solaires. Nous avons l'appui de la Banque Ouest-Africaine de Développement, du Fonds d'Abu Dhabi avec IRENA, mais également le Fonds Vert Climat qui nous accompagne également. Récemment, il y a eu ECRE, mais aussi Union Européenne, ce qui fait qu'on a un portefeuille de près de 1200 mini-grids que nous sommes en train de mettre en place. Maintenant, ces mini-grids, il y en a qui seront exploités sous forme d'affermage, puisque le territoire sénégalais est divisé en concessions, et il y a une partie qui est du ressort de Sénélec, qui est l'opérateur historique. Et comme Sénélec n'est pas prêt aujourd'hui à exploiter les mini-grids, nous ferons appel à des privés, essentiellement des privés nationaux qui opèrent et qui ont de l'expérience dans l'exploitation des mini-grids, pour opérer les mini-grids qui sont réalisés dans le périmètre de Sénélec. Maintenant, au-delà de cet appui avec des partenariats publics-privés, ce qui est important, c'est de dire qu'aujourd'hui au Sénégal, nous avons une ambition d'accès universel. Pour ce faire, on a développé ce qu'on appelle un plan opérationnel pour l'accès universel à l'électricité, qui répartit les localités à électrifier soit par extension de réseau, soit par mini-grid, soit par solo home system. Et par rapport à ça, nous avons eu à tenir en 2021 des rencontres avec le secteur privé, mais également avec les partenaires techniques et financiers, pour voir dans quelle mesure ils pourraient s'intégrer dans la mise en œuvre du plan pour l'accès universel à l'électricité. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup de partenaires qui se sont manifestés. Certains sont autour de la table pour réaliser par exemple l'électrification de l'ensemble des localités pour lesquelles on a prévu de faire des solar home systems avec l'appui des financements publics pour permettre une pénétration de ces systèmes individuels à l'ensemble, un déploiement universel comme on le dit. Pour les mini-grids, c'est essentiellement au niveau du cadre réglementaire où nous avons apporté des améliorations parce que on avait des arrêtés qui limitaient le nombre de mini-grids, mais également qui limitaient le nombre de clients qui pouvaient être opérés par ces mini-grids-là. Aujourd'hui, avec le décret sur l'électrification rurale décentralisée, ça devient complètement ouvert. Il suffit simplement de se déployer dans des localités qu'on dit très éloignées du réseau, à plus de 10 km, et faire des propositions de business plan qui seront analysées et par l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale, mais également par la commission de régulation pour permettre au ministère de prendre les décisions nécessaires. Et actuellement, on a un promoteur privé qui a mis sur la table un important projet de 310 localités à électrifier, soit par mini-centrales solaires, mais également par des solar home systems. Donc nous invitons les privés à s'approprier ces instruments-là, c'est-à-dire le code de l'électricité, mais également ses décrets d'application, et de voir dans quelle mesure ils pourraient participer à cet objectif ambitieux d'accès universel à l'électricité. Vous avez parlé d'offres et de demandes. Pour dire qu'aujourd'hui, globalement, par rapport au réseau interconnecté, nous avons pu quand même stabiliser la production, sécuriser l'approvisionnement comme on dit, et arriver aussi à un maillage très important du territoire national. Ce qui fait qu'il y a certaines localités dites très éloignées du réseau pour lesquelles il faut déployer des mini-grids. Et là aussi, l'idée c'est de faire les études nécessaires, les enquêtes socio-économiques pour bien quantifier la demande et dimensionner en conséquence les mini-grids permettant de répondre aux attentes des populations. Pour le reste, nous avons une commission de régulation du secteur de l'électricité, du secteur de l'énergie depuis le nouveau code. Et cette commission veille à la viabilité économique et financière des opérateurs. Donc, avec une procédure de détermination de conditions tarifaires qui est transparente et qui est ouverte à travers des consultations publiques et qui permet aux différents acteurs d'échanger par rapport aux conditions tarifaires à mettre en place pour chacun des opérateurs. Et essentiellement, il s'agit de déterminer ce qu'on appelle les revenus requis et d'avoir une formule
de contrôle des revenus sur une période de 5 ans avec des procédures d'indexation sur l'inflation pour permettre de refléter la situation économique au niveau des opérateurs sans les pénaliser dans leur développement. Donc globalement, c'est ce que nous essayons de faire au Sénégal. Donc en résumé, dire qu'il y a un cadre réglementaire transparent et stable qui permet le développement du secteur privé. Il y a de l'expérience avec la commission de régulation, avec Sénélec, mais également avec ASER et le ministère. Donc il y a un plan opérationnel pour l'accès universel à l'électricité. Et maintenant, nous pensons que la balle est dans le camp du secteur privé qui peut valablement tirer son épingle du jeu. Merci. Merci DG. Donc un cadre réglementaire bien huilé qui existe depuis un bon moment. Une commission de régulation très expérimentée qui travaille donc à bien analyser les dossiers donc, qui sont dans le domaine. Et donc tout ça est mis en place. Le privé est invité donc à venir investir dans ce cadre-là. Alors, on va donc faire la transition vers le secteur privé. Alors, Laurence, aujourd'hui, il y a tout ce cadre qui est mis en place dans les différents États. Il y en a des États où c'est peut-être un peu embryonnaire, il y en a d'autres qui sont un peu plus expérimentés. Alors, selon vous, quelles sont les principales opportunités? D'abord, la question reste aussi pour le secteur privé. Est-ce que vraiment vous découvrez un marché qui existe? Est-ce que vraiment vous arrivez à trouver de la demande quand vous faites des offres? Et quelles sont ces opportunités et les principaux défis qui existent donc, s'il y en a, pour les entreprises et les investisseurs que vous êtes au niveau donc du secteur des énergies renouvelables sur le marché ouest africain? Bonjour tout le monde, merci Alexis pour la question. Donc je suis Laurence Keke, je représente l'entreprise Engie Energy Access. Engie Energy Access est une filiale du groupe Engie qui intervient aujourd'hui dans 9 pays en Afrique pour proposer des solutions d'accès à l'énergie, du kit solaire domestique jusqu'au mini-réseau. Si on revient à la question qui a été posée, donc effectivement aujourd'hui ce qu'on peut constater par rapport à nos débuts dans les mini-réseaux, je vais prendre ce focus particulier-là, en 2016-2017, quand on a commencé dans les mini-réseaux, effectivement, le marché ouest-africain n'était pas aussi développé, ou en tout cas aussi favorable qu'il est aujourd'hui en 2023. Cependant, ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, il y a des avancées avec des cadres réglementaires qui se sont mis en place, qui se sont améliorés au cours du temps, ce qui est important en fait, parce que à un moment donné, il faut démarrer. Même s'il est imparfait, il faut quand même pouvoir démarrer à partir de quelque chose. Et sur le terrain, on fait des constats et on améliore ce que M. Baba Diallo de l'ASER nous expliquait tout à l'heure et également M. Amidine du Niger. Au Bénin, c'est tout récent, ce cadre réglementaire. On est en train de l'expérimenter aujourd'hui à travers nous en tant qu'entreprise, à travers le projet OCEF pour lequel on a signé tout récemment une convention pour la construction de 20 mini-réseaux. Donc on va opérer ce cadre réglementaire qui a été défini et très probablement il y aura des améliorations également qui vont être proposées. Donc c'est effectivement un bon début, c'est une base intéressante sur laquelle on peut s'appuyer pour pouvoir développer des projets. Maintenant, le cadre réglementaire tout seul ne suffit pas. Au-delà du cadre réglementaire, pour pouvoir développer des projets d'infrastructures comme des mini-réseaux dont on parle aujourd'hui, il y a l'accès au financement qui aujourd'hui représente toujours un frein pour des entreprises comme les nôtres. Alors pourquoi? Parce que même si les besoins sont là réels, que les États les expriment généralement, il y a la difficulté de mobiliser parce que le projet paraît trop petit pour certains mécanismes de financement en termes de tickets d'entrée. Et donc, pour ça, il y a sans doute des réflexions à avoir pour tous les financiers, la Banque africaine de développement, qui est co-organisatrice de ce forum, et l'ensemble des partenaires financiers qui accompagnent. Les projets, ils sont petits parce que malheureusement, aujourd'hui, on est souvent sur des appels d'offres avec des tailles qui segmentent de trop pour sans doute donner la possibilité à
un grand nombre de pouvoir agir, et également pour mitiger le risque pour les agences d'électrification, parce que confier un gros portefeuille à une seule entreprise, ça peut représenter un certain niveau de risque. Par contre, quand le projet est segmenté et qu'on a des tout petits lots de 20, 30 mini-réseaux à développer, et qu'on va chercher du financement sur les marchés, ce n'est pas toujours évident parce que ça ne représente pas quelque chose de très attractif. Donc il y a sans doute des réflexions à avoir pour trouver les bons mécanismes de financement qui pourront aider les entreprises à s'investir davantage sur ces marchés-là. Il y a par exemple la possibilité, peut-être pour les États eux-mêmes, d'aller chercher du financement à travers, auprès des banques de développement, et proposer du coup en retour, quand elles font la conception des projets, des dettes concessionnelles aux entreprises. Ça, ce sont des outils qui peuvent être intéressants et qui en plus permettraient de lever des financements en monnaie locale, ce qui a un avantage certain pour la mise en œuvre de projets. Donc ça, c'est sur l'aspect financement. Ensuite, un des challenges qu'on peut aujourd'hui retrouver, c'est effectivement le challenge sur la demande dont on parlait tout à l'heure. Les besoins sont là, ils sont réels, ils sont constatés, parce qu'aujourd'hui on constate, quand on regarde les chiffres que les différents copanélistes ont présentés tout à l'heure, les taux d'accès sont relativement faibles dans les pays. Par contre, dès qu'on parle d'électrification rurale, on parle de zones qui sont enclavées, pour lesquelles finalement l'accès aux ressources financières pour les utilisateurs finaux est assez limité. Donc, on a beau leur proposer une infrastructure pour leur permettre d'avoir accès à l'électricité, ils n'ont pas forcément les moyens de payer cette électricité qui nous permettrait d'avoir des solutions qui soient viables dans le temps. Et donc, il y a aussi des réflexions à avoir sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ces populations puissent avoir accès à l'électricité. L'intérêt d'un mini-réseau, effectivement, c'est de pouvoir fournir de l'énergie pour catalyser l'économie. C'est ça le but du mini-réseau. Sinon, si on a besoin que de l'accès à la lumière ou du confort, un peu plus de confort, on utiliserait des kits solaires domestiques. L'avantage d'une entreprise comme la nôtre, c'est qu'on est sur l'ensemble de ces marchés-là. Donc, en fonction, effectivement, des villages, on peut proposer des solutions qui soient les plus adaptées. Mais si on revient au cas particulier des mini-réseaux, ce qui est important, c'est de pouvoir stimuler les usages productifs dans les localités. Et cette stimulation des usages productifs va se faire pas que par l'opérateur d'électrification, qu'on peut être ce qu'on fait de façon courante, mais en fait c'est aussi à travers des partenariats avec des personnes qui sont spécialisées. On peut pas savoir tout faire. Donc il faut développer des partenariats pour pouvoir rendre ce marché attractif. Je vais prendre l'exemple aujourd'hui de l'Ouganda, sur lequel on a installé une grosse unité sur une île. Avec cette unité, on a adossé à cette unité une unité industrielle pour produire de l'eau potable, pour produire de la glace, pour sécher du poisson. Ce sont autant d'exemples finalement qu'on peut développer pour permettre à ces mini-réseaux, d'une part, de créer de la valeur localement dans les territoires où ils sont installés, et également, du coup, pour nous, de pouvoir les entretenir sur le long terme et de les rendre viables. Je vais peut-être m'arrêter là parce qu'il y a d'autres collègues qui pourront compléter. Merci Laurence, on sent donc la passion derrière tout ça. Et donc, vraiment, l'idée c'est de réinventer ou alors d'inventer tous les mécanismes nécessaires pour accroître l'usage productif, pour qu'effectivement on puisse créer la réalité des demandes dans les différentes zones de mini-réseau. Alors, Alexis, les exemples de partenariats public-privé réussis sur le marché en Afrique de l'Ouest, est-ce que vous en connaissez? Vous pouvez nous en parler s'il en existe? Quelle est la réalité de votre compagnie? Oui, bonjour à tous également, merci beaucoup pour la question. Alexis Minard de Général du Solaire, GDS International, développeur de mini-réseaux et de projets CNI. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de pays ont réussi à mettre en œuvre des projets d'énergie renouvelable. Donc on a beaucoup parlé de mini-réseaux, il y a aussi des projets CNI, il y a aussi des projets de déploiement de kits SHS, des programmes Utility Scale. Et à chaque fois, l'un des facteurs principaux de succès a été justement cette capacité du secteur privé et du secteur public d'engager un échange, une discussion pour que les promoteurs privés puissent
mettre en avant les risques auxquels ils sont exposés et qu'il faut réussir à atténuer, et que le secteur public en fait a souvent la latitude, la possibilité de mettre en œuvre des outils pour mitiger ces risques-là. Donc nous, par exemple, on a la chance de faire partie également du programme au Bénin, qui a été très intéressant dans sa mise en application, parce qu'on a été les premiers promoteurs à mettre en œuvre le nouveau cadre réglementaire. Donc c'est en fait, on est passé de la théorie à la pratique, ce qui a été un gros travail. Mais voilà, dans beaucoup de pays aujourd'hui, vous avez soit des programmes de mini-réseau qui se déploient et qui se passent bien, vous avez des programmes de KTCHS qui se déploient et qui se passent très bien également. Après, il y a un élément il y a quelques éléments qui aujourd'hui sont moins mis en avant, moins faits, moins réalisés, comme par exemple, Monsieur Kouatenou en parlait lors de sa présentation, c'est le dialogue entre les différents pays, entre les différentes agences, que ce soit sur les volets d'électrification rurale, que ce soit sur les différents volets. Parce qu'aujourd'hui, typiquement, si on parle du mini-réseau, il n'y a pas aujourd'hui 2 pays qui ont un cadre réglementaire similaire pour l'accès à l'énergie et pour le mini-réseau. Et dans chacun de ces pays, certaines choses fonctionnent mieux, d'autres choses fonctionnent moins bien. Et il y a vraiment des axes d'inspiration qui peuvent se donner. De la même façon, pour les promoteurs privés, il y a peu de dialogue entre les différents pays sur les difficultés qui sont observées. Un autre aspect, pour aller dans la même direction, d'un partenariat privé, en tout cas encore une fois pour la partie électrification rurale, c'est qu'aujourd'hui il y a très peu de dialogue entre le volet de l'extension de réseau, le volet de mini-réseau et le volet du kit SHS, alors qu'on représente 3 solutions qui sont complètement complémentaires pour le même objectif de l'accès à l'énergie. Et donc on voit parfois des situations où ces 3 solutions se marchent sur les pieds, alors voilà, on doit se battre ensemble. Et je pense que le 3e facteur de succès sur lequel je voudrais vraiment appuyer, c'est les délais, les durées de développement que représentent des projets, en particulier pour la partie mini-réseau, parce qu'on a des cadres réglementaires qui sont plus stricts pour des projets qui sont assez normaux, qui ont des impacts très importants. Et on n'a pas, par exemple, aujourd'hui cette latitude, comme par exemple sur le déploiement de kits solaires, qui peut se faire plus rapidement. Et on a ce besoin de faire ce travail sur la base des projets qui sont réalisés, sur la base des expériences récentes qui ont été faites, pour permettre un déploiement en fait beaucoup plus rapide de mini-réseaux, parce que les objectifs d'accès à l'énergie dans beaucoup de pays sont très très élevés. Le secteur privé, je pense, est très heureux et très ravi de pouvoir contribuer à répondre à cette exigence, mais on ne pourra pas le faire dans les délais qui sont exigés si on ne raccourcit pas les délais de développement pour les projets d'accès à l'énergie. Merci Alexis. Donc, meilleur dialogue entre les différents acteurs, harmonisation des cadres réglementaires, donc parfois entre les pays. Ce sont des choses qui, donc les exemples de réussite existent, mais on peut aller plus vite si on arrive à passer donc ces défis. Alors, je continue avec Thomas. Alors, quels sont les principaux moteurs qui existent donc au niveau donc de l'offre sur le marché ouest-africain des énergies renouvelables, selon vous? Merci pour votre question, Alexis. Je vais commencer par présenter Suna Design pour pouvoir y répondre plus précisément. Du coup, Suna Design, c'est une entreprise qui est leader de l'éclairage public solaire. On fabrique en France des solutions qui sont déployées dans le monde entier, qui permettent d'apporter un service d'éclairage de très bon niveau. Et je pense qu'on est le leader mondial de l'éclairage public solaire en zone rurale. J'y reviendrai. Et pourquoi je dis ça? C'est que pour étayer un peu tout ce qui s'est dit, et pour le prendre d'un autre angle et revenir à l'électrification rurale, l'éclairage public solaire, c'est un marché qui a eu de la même façon du mal à se déployer à très grande échelle dans les dernières années.
Néanmoins, en apportant et en faisant un premier PPP exemplaire au Togo, on a réussi à démontrer que l'on arrivait à financer de l'éclairage public solaire avec du financement infrastructure. Et aujourd'hui, Suna est en train de déployer un projet clé en main avec financement de 50 000 lampadaires solaires dans à peu près 12 000 petits villages non électrifiés, et ceci avec un financement français sur des termes semi-concessionnels avec une rapidité de mise en œuvre et d'exécution assez exemplaire. On parle d'une installation en 18 mois avec un financement qui a mis 6 mois à être monté. Donc pour ceux qui, dans le secteur privé, travaillent en collaboration avec les États et les agences d'électrification, pourront apprécier cette capacité de délivrer rapidement. Et en fait, pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse, c'est un projet clé en main financement, c'est de la dette. L'État s'est endetté et du coup, pour acheter cette infrastructure, qui évidemment a un impact très important social et économique sur des villages qui ne sont pas électrifiés et qui est un premier niveau d'infrastructure. La leçon que l'on peut apprendre là et qui, je pense, mérite d'être soulignée, c'est que, et je pense pour la première fois de l'histoire du secteur, on a réussi à financer des assets distribués. Donc un lampadaire solaire, c'est un petit panneau en haut d'un poteau avec une batterie, je grossis le trait, et qui éclaire, mais ça a été considéré comme une infrastructure et ça a pu être financé avec du financement infrastructure. Ce qui change à peu près tout comme paradigme. Et ça ouvre à ce qui a été évoqué par nos DG d'agence, la voie royale, enfin la seule voie qui va permettre d'électrifier le continent, de ma perspective, ce sont les partenariats publics-privés. L'exemple très récent du Bénin qui est en train de travailler, ayant pris conscience du potentiel de financement de lampadaires solaires sur financement PPP, lance un programme de Lighting as a Service, très ambitieux, des centaines de millions d'euros pour éclairer tout le pays. Le Bénin ne veut plus acheter des lampadaires, il veut acheter de la lumière. C'est un changement de paradigme fondamental qui va permettre non pas d'avoir des programmes en dizaines de millions d'euros, mais en centaines de millions d'euros, qui va permettre de répondre à la problématique à l'échelle qui est nécessaire. Aujourd'hui, on parle sur le continent de 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à la lumière. Ce n'est pas en faisant du saupoudrage et des petits projets, comme Laurence le disait, qui peuvent permettre au secteur privé de devenir assez puissant pour empowerer, former les centaines de milliers d'Africains qui vont opérer via des structures locales des solutions d'accès à l'énergie telles qu'elles sont nécessaires aujourd'hui. Et pour finir, et sur un dernier point, le Sénégal en est un exemple. À partir du moment où on a compris, où les bailleurs et les pays et le secteur privé a réussi à ouvrir ses chakras et de dire ok, on peut financer avec du financement à l'échelle, avec des schémas PPP à l'échelle, des assets extrêmement distribués comme des lampadaires solaires, faisons-le aussi pour des kits solaires individuels. Et faisons en sorte que sur les 600 millions de personnes qui n'ont pas accès aujourd'hui à l'électricité, toutes les stratégies, l'IRENA, l'IEA, tout le monde dit qu'il y en a 300 millions qui seront extension de réseau, mini-réseau. On oublie qu'il y a 300 millions de personnes qui vivent dans des petits hameaux éloignés et ces gens-là ont besoin d'être servis aussi. Et je porte aujourd'hui le plaidoyer que les agences, les États, le secteur privé et tous les bailleurs se mobilisent pour financer et opérer à l'échelle les millions de kits solaires individuels et de lampadaires solaires qui vont pouvoir équiper ces petits hameaux ruraux qui ne sont aujourd'hui majoritairement pas sous le continent traités par des politiques d'électrification ou des stratégies d'électrification rurale aussi sophistiquées que ce qu'a pu mettre en place le Sénégal. Merci Thomas de nous rappeler la nécessité donc de rechercher ce financement-là pour développer, pour payer, pour multiplier l'usage, notamment en termes de kits et de lampadaires. Alors, je finis avec Giovanni. Quelles sont les recommandations, quelles sont vos principales recommandations, vous, à l'ensemble des partenaires financiers, hein, en termes de sorte qu'ils puissent soutenir davantage le développement du marché
des énergies renouvelables dans la zone de l'Afrique de l'Ouest. I have some delay for the translation, and here comes the English-speaking speaker. So at first, thank you for the invite. I'm here to present the country position paper developed by the ARENA Coalition of Action called Scaling Up Renewable Energy Investment in West Africa, developed by RES4Africa and Enel Green Power. I would like to start at first with a figure that we talk about investments, a recommendation about investments, and we have to take into consideration, to put into context, that on average only 8% of the investments flowing into Africa in terms of renewable energy, only 8% are occurring in West Africa. Nonetheless, and despite the huge potential of the region. And I would like to build on Alexis' point of dialogue and integration, because I think integration is a key word when it comes to the region of West Africa and the development of infrastructure. So we have a huge gap between the transmission line and the generation in the region, and the private sector is called, the recommendation is for the private sector to actually dig deeper into the development of the transmission line. How they will do that? Of course, by advocating in the relevant institutions, and I praise the presentation of the public figures today in the panel, because of course in terms of the time frame when it comes to the transmission line and the generation line, they should be aligned in order to spur investments and interconnectivity between the regions. And in order to do so, of course, the private sector should fight misleading information regarding renewable energy, because the opportunity and the chances and the positive impacts of green energy are out there, but they are not enough in order to convince or in order to spur investments in terms of improvements into the regulatory framework. Of course, one of the reasons could be that West Africa, historically speaking, in the continent, has been one of the leading regions in terms of oil and gas production. They usually relied on fossil fuels for electricity generation. And in order to understand, in order to develop more investment in the green energy sources, we should focus on youth. I mean, West Africa, only West Africa has a strong young demographic structure for the 20 million people aged between 15 and 35. That will be the next administration generation, the next people that will make decisions, and the next people that will have an impact in the renewable energy sphere. So a recommendation for the private sector, for the international element of the private sector, should be to develop a reskilling lab, of course, along with investments in infrastructure, because it comes natural that they need the tools and they need the expertise in order to develop investments, local investments into the region. And please, Alexis, tell me if I go too long time-wise. And in order to do so, the international sphere of partnership should establish and reinforce strategic and results-oriented partnership with local institutions and international institutions. In terms of international institutions, especially in terms of financing. And Thomas touched the point of financing and the importance of financing in terms of green energy investments. This is a core element when it comes even to another huge investment opportunity in the region, that is entrepreneurship. Historically, South Africa, Kenya, and Egypt were the front runner in terms of startups investments in terms of youth. But we have seen, for example, Nigeria playing the role of the giant in terms of startup and investments, but there is a huge gap in terms of investment opportunities and financial institutions that take into consideration the role of entrepreneurship and how an entrepreneur should be followed and guided in terms of funds and even in terms of skills. So in order to develop a maximum impact, we call the international investment arena, to engage local stakeholders, to engage local communities, and to understand what is the situation on the ground. I don't want to go longer. I know that we are on time. Merci Giovanni. Je retiens essentiellement donc les entreprises doivent prendre le lead à partir du moment où les cadres réglementaires sont créés. Il faut y aller. C'est vrai qu'il y a besoin de recherche de financement. Il faut qu'elles prennent le lead pour accompagner donc les États en la matière. Alors, il nous reste à peu près une dizaine de minutes, disons 15 maximum. On va prendre 2 ou 3 intervenants qui vont poser des questions qui vont être assez ciblées.
on a 7 intervenants, donc enfin 7 panélistes. Ça ne sera pas des questions à tous les panélistes. Donc je prendrai à la limite un par... donc là. Donc voilà, j'ai les 3. C'est bon. 1, 2 et 3. Malheureusement. Merci. Donc Sidi Khalifou de CDS, qui est une entreprise du solaire en Mauritanie et au Niger. J'ai une remarque et peut-être 2 petites questions. J'ai surtout à Madame Keke qui représente NG et je pense le représentant aussi de Suna. Effectivement, on voit bien qu'il y a un marché, il y a un intérêt, il y a un appétit effectivement pour des marchés d'une certaine taille, ce qui est important effectivement pour aller vite et pour qu'effectivement le secteur privé plutôt international se positionne. Mais on se pose toujours des questions et ça concerne aussi d'ailleurs le public. Quelle est la place aussi réservée aux entreprises africaines? Parce que je pense que nous sommes dans 2 secteurs privés différents. Il y a un secteur privé international qui est soutenu par ce gouvernement, qui a accès à des financements plus facilement que nous. Et il faut qu'il y ait de la place pour le secteur privé local. Donc, ça a été dit le premier jour. Quelle est la politique aujourd'hui en matière de contenu local exigé aux entreprises internationales pour donner de la place au secteur privé local? Parce qu'il faut qu'il évolue, il faut qu'il se développe. Et c'est une question qui est adressée aux 2 parties. La deuxième, plutôt adressée au public, l'énergie au secteur public, effectivement, on a la chance d'avoir l'ASER et l'Ampère, même si je sais que c'est des politiques plus larges. Aujourd'hui, l'énergie est un secteur industriel. Ce n'est pas seulement l'accès aux services. Ok, on est bien tous conscients qu'il faut l'accès aux services si on le veut. Mais aussi à l'industrie, et on ne voit pas clairement ce qui est fait en industrie au niveau de l'Afrique. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Quelles sont les politiques industrielles pour soutenir le secteur privé à faire des choses et à ne pas juste être un marché? On n'est pas juste un marché. On doit faire la valeur ajoutée africaine et comment on l'a fait? Malheureusement, dans le domaine de l'énergie, on est en retard aussi. Bon, déjà, l'Europe est un peu en retard par rapport à la Chine, mais nous, on est très loin. Qu'est-ce qui est fait comme embryon? On parle des lampadaires. Effectivement, ce n'est pas très compliqué. Pourquoi il n'y a aucune unité de fabrication de lampadaires en Afrique? Pourquoi on n'y pense pas? Pourquoi la BAD ne finance pas des choses comme ça? Pourquoi il n'y a pas des privés qui osent dire on va faire une unité de montage de lampadaires en Afrique? Ok, la Chine n'est pas bonne, l'Europe c'est très bien mais c'est cher, et l'Afrique, qu'est-ce qu'elle propose? Je vous remercie. Merci. Juste à côté, l'intervenant juste à côté, avant qu'on aille de l'autre côté. Rapidement. Okay, thank you very much. My name is Ato M. Koto Sr. I'm the Executive Director for Agio Foundation based in Monrovia, Liberia. Okay, my question goes to Mr. Diallo. Salihu Hamadin, sorry if I mispronounced your name. Okay, I have one question for you and Mr. Diallo. You mentioned that you as Director General for Renewable Energy in Niger, you came up with a very good policy by removing, your government, by removing import taxes from renewable energy equipment. Can you tell us exactly, in terms of percentage, the energy access of rural inhabitants of Niger since your policy came into effect? Now to Mr. Diallo of Senegal, you mentioned that you had your previous degree that limited the importation of renewable energy equipment to Senegal. And that degree affected the purchase of equipment from customers, however. But it was later revised, making it open to everyone to have access to that and to import as much as you could. So first of all, why, in your opinion, do you think that the government of Senegal came up with such a degree to limit the importation of renewable energy? Number two, what prompted the change from that previous degree to the revised version? And three, what difference have you seen since that degree was revised? Thank you very much. Merci. On enchaîne rapidement. Précision et concision dans la question. Merci. J'essaierai d'être le plus rapide possible. Je suis M. Ahmed Thierry Goré,
ingénieur et CEO de la société Ethics en fait. Et il ressort de ce que j'ai entendu ce matin que les startups n'existent quasiment pas. Il y a 3 ans, avec la Banque mondiale, j'avais évoqué le fait que, ça a été évoqué tout à l'heure par quelqu'un, que pour les budgets en fait étaient tellement des fois petits que les entreprises avaient du mal à s'investir. Et j'évoquais il y a 3 ans justement que on a beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui africains. Moi, j'ai quasiment 25 ans d'expérience maintenant en électronique et puis dans les énergies renouvelables. Et malheureusement, après 10 ans dans mon pays, j'ai quasiment pas pu avoir d'investissement. Et l'idée de repartir en Europe en temps de revenir en tête, c'est malheureux. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'intelligence en Afrique. Et si on ne donne pas l'opportunité aux jeunes de réellement faire montre de leur savoir, on aura perdu beaucoup de choses. Voilà, c'est l'avenir du pays qui est en jeu, notamment mon pays, la Côte d'Ivoire. Et je trouve tellement décevant qu'au niveau des autorités locales, il n'y a pas d'accompagnement pour des startups qui ont un potentiel, que je vous le dis encore une fois, qui est énorme. Énorme, énorme. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Goré. Alors, donc, je crois que les questions s'adressent à la fois au secteur public et privé. Donc, on commencera par Laurence. Il nous reste maximum 5 minutes pour achever. Donc, la réponse doit être assez précise et concise. Merci. Du coup, moi, je réponds à la question concernant la place du secteur privé local dans les projets. C'est vrai que très souvent, en fait, quand nous sommes présents sur des forums et qu'on dit on appartient au groupe NG, tout de suite, on voit l'entreprise française, le groupe international qui vient prendre des marchés en Afrique. Alors, il est important de préciser que NG Energy Access aujourd'hui, c'est plus de 3 000 collaborateurs, dont plus de 90% sont en Afrique. Ce sont des Africains dans les différentes filiales que nous avons sur les marchés locaux. Je focus sur le Bénin. Au Bénin, on a créé à partir de 2018 une filiale pour distribuer nos kits solaires domestiques qui a été rejointe après par des collaborateurs qui sont plus sur les mini-réseaux. Et en 4 ans d'existence, on a créé 200 emplois fixes au Bénin avec plus de 1000 emplois par des personnes qui sont des partenaires commerciaux qui travaillent avec notre entreprise. Donc en fait, quand on est présent dans les territoires et sur les projets qu'on développe, on le fait avec des collaborateurs locaux. C'est le secteur local, on va dire, ce sont des emplois locaux. Maintenant, si je comprends votre question qui ici porte plus sur des entreprises n'appartenant pas à des groupes comme les nôtres, j'ai aussi envie de dire, on noue des partenariats pour réaliser nos projets. Si je prends un projet de mini-réseau, il est inconcevable pour nous de faire appel à de la main-d'œuvre internationale essentiellement pour développer un projet de mini-réseau parce que ça coûterait trop cher. Donc les installateurs, par exemple, de nos systèmes, de nos mini-réseaux, aujourd'hui, c'est des entreprises locales avec lesquelles on travaille et qu'on accompagne effectivement pour pouvoir développer des compétences et pouvoir proposer des solutions qui soient fiables avec un niveau d'exigence qui serait celui qu'on va pouvoir apporter en tant qu'entreprise qui avons une expérience peut-être un peu plus large. Voilà, je vais m'arrêter là pour répondre à cette question. Merci. Très bien, je pense que les autres sont essentiellement au secteur public. Monsieur Diallo et Monsieur Hamidine. Merci. Je pense qu'il y a, il nous reste 2 minutes. Donc il y a une question du Libéria concernant la promotion des énergies renouvelables et ensuite les limitations qu'il y a eu. Ce qu'il faut dire qu'il y a eu quelques incohérences, hein, mais globalement, ce qu'il faut dire, c'est que l'État du Sénégal s'inscrit dans une dynamique de promotion des énergies renouvelables depuis 2010. Et cette promotion des énergies renouvelables s'est matérialisée dans notre mix énergétique. Aujourd'hui, on a plus de 30% de nos capacités de production au niveau Sénégal qui est d'origine renouvelable.
l'autre aspect. On a pris des textes réglementaires qui défiscalisent tout le matériel entrant dans la production des énergies renouvelables. Maintenant, j'ai parlé de limitation du développement des mini-grids dans les arrêtés antérieurs. Ce qu'il faut, c'est de rappeler qu'au Sénégal, on a des partenariats publics-privés qui permettent de développer l'électrification rurale à travers les concessionnaires d'électrification. Et ces concessionnaires ont chacun un périmètre dédié. Et pour ne pas concurrencer le concessionnaire, les textes initiaux avaient fixé une limitation au niveau des ERIL, qu'on appelait électrification rurale d'initiative locale. Il ne fallait pas dépasser un certain nombre de localités, il ne fallait pas dépasser un certain nombre de ménages à raccorder. L'idée qui était derrière, c'est de ne pas avoir un ERIL qui serait déguisé en concessionnaire d'électrification rurale. Maintenant, avec la pratique, on a constaté qu'il fallait aller plus loin. Donc c'est pourquoi avec les textes sur l'électrification rurale décentralisée, on a levé toutes ces barrières. Ce qui reste, le promoteur de mini-grid qui veut s'installer dans le périmètre d'un concessionnaire, il y a des discussions qui sont engagées pour voir quelle est la cohérence entre les programmes pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc aujourd'hui, si un promoteur privé veut s'installer dans un périmètre, il est libre de le faire à condition que le concessionnaire n'ait pas de projet et de programme dans ces localités-là. Bon, pour le reste, on a ouvert. Donc le dimensionnement technique aujourd'hui des mini-grids, qu'ils soient réalisés par des privés ou bien sur les financements publics que nous avons, c'est un dimensionnement global qui permet de satisfaire l'ensemble de la demande, que ce soit la demande actuelle identifiée, mais aussi la demande potentielle pour laquelle il appartient au secteur privé de susciter ou de réveiller cette demande-là, qu'on appelle souvent en TIC la demande latente ou la demande dormante. Donc il y a des moyens qui permettent de susciter cette demande pour rendre les mini-grids beaucoup plus attrayants, mais également beaucoup plus rentables. Merci. Très bien. Si vous avez besoin de plus de détails, on pourra échanger encore pendant la période de pause avec les intervenants. Je finis avec Amidine. Okay, I think the gentleman from Sierra Leone, Liberia. Okay, Liberia, okay. I think your question is focused on the impact of tax exemption on the rate of electricity access of the population. That's the question, if I understand. Okay. So, for a reminder, you see the Electricity Act has been revised in 2016. And then it made provision to exempt all taxes and custom duties on the import of all the equipment that are going to be used for rural electrification. That's number one. Then the second act is making reference to the promotion of renewable energy. So, which made provision to exempt all equipment, of the renewable energy that are going to be used, whether for rural electrification or for any other applications. So, as at then, the rate of access nationwide was 9%, and at the rural level, it was 0.78%, with a wide gap, between the urban areas and the rural areas. So in some urban areas, sometimes by 2012, it reached about 56%. But today, as we are talking, the impact of that tax levy specifically can be assessed based on the increase in the number of actors, that's operators, solar operators, locally developed as for the incentive that has been created based on the levy on the import of solar equipment.
So today we register more than 38 local operators who have been trained, okay, to deploy off-grid solutions in many rural areas of Nigeria. And the rate of access of electricity has increased to 5.23% in the rural areas, and it's about 24.5% nationwide. So that's the impact, and I think it's going to increase as now the dynamic is already been launched, specifically with the partners that we have that are investing heavily and trying to also attract the private operators into the sector. Thank you. Merci Hamidine. Donc c'était la dernière intervention. On a débordé de 5 minutes. Ah, tu veux dire... Oui? Ben juste, on te donne juste 1 minute. Alors. Bonjour à tous. J'ai été touché par ce qu'a dit notre ami ivoirien et je rebondis sur le secteur privé nigérien. On a la chance d'avoir l'agence ici. Ce que je comprends, c'est qu'il y a un besoin. Il y a peut-être des millions de personnes qui vont se coucher dans le noir ce soir. Et prenons l'engagement de les éclairer ensemble, d'amener un financement, de la technologie, de la fabrication locale avec une sous-traitance, avec une entreprise locale et avec un secteur réglementaire et un PPP qui a l'air d'exister. Et ça permettra de faire travailler les sociétés innovantes qui pourront se greffer avec les sociétés locales qui montrent en capacité sur de l'installation et de la capacité après de développer les futurs lampadaires solaires et kits solaires africains dont il y aura besoin. Il y en a besoin de centaines de millions. Il n'y a pas une usine qui est capable de produire ça aujourd'hui. Donc évidemment que ce potentiel industriel est là. Non, il y a effectivement, donc je l'ai noté. Hein. Alors, merci à tous les intervenants. Je pense qu'on est au bout là. Oui, Giovanni, 30 secondes. Super brief, super brief. Now, I just wanted to refer back to the gentleman that he touched the problems as an entrepreneur, that I invite him and any others in the audience if they want to further discuss the topic, I'm available. Très bien, donc les sujets restent ouverts. Les intervenants sont disponibles tout au long de ce forum. Vous pourrez continuer de discuter avec eux. Moi, je retiens qu'il y a des cadres réglementaires qui existent, qui sont très solides parfois. Il y en a qui sont embryonnaires, mais qui vont devenir très solides. Il y a des entreprises qui sont motivées et prêtes à s'engager pour accompagner tout cela. Il y a des start-up à créer, à inventer, mais qui existent parfois, mais qu'il faut aider aussi à grandir. Seul bémol, c'est le financement, mais tout au long de ces 3 jours, on a compris qu'il y a des institutions qui sont en train de se mobiliser pour traiter ce bémol-là. Donc, 100 000 mini-réseaux à l'horizon 2030, c'est faisable, c'est peut-être un peu trop ambitieux, mais c'est réalisable, puisque nous sommes tous motivés. En tout cas, merci de votre intervention et nous comptons sur vous pour réaliser cet objectif à l'horizon 2030. Merci et à tout à l'heure.